Retour sur le plateau de Politique avec Pascal Canfin, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé du développement, toujours interrogé par Christian Macarian. Donc nous allons peut-être passer à la politique française après avoir parlé du Mali. Alors ce week-end, 2 sondages intéressants, je voudrais vous questionner là-dessus. Le premier, dans le JDD, mettait en 2e position Marine Le Pen, femme politique préférée des Français. On n'imaginait pas, il y a quelques années, mettre Jean-Marie Le Pen, 2e personnalité préférée des Français. Le deuxième, qui est peut-être aussi la conséquence, enfin, deux sondages qui se tiennent dans le fond, le deuxième montrait que 2 Français sur 3 sont déçus de François Hollande. Donc, est-ce que cette montée en flèche de la présidente du Front National ne montre pas là le désaveu des Français pour les gouvernants? On voit un peu ce phénomène qu'il y a en Europe et puis surtout en Italie avec Beppe Grillo. Est-ce que le populisme n'est pas en train de prendre une place importante? C'est pas parce que 2 sondages sortent le même jour qu'ils ont un lien entre les deux. Bon. Sur ce que vous évoquez sur le populisme en Europe, je pense que vous avez raison. C'est que ce qu'on est en train de voir aux Pays-Bas, aussi en Grèce, peut-être en France, en Italie, c'est une montée d'une extrême droite ou d'une droite populiste qui est profondément anti-européenne, souverainiste, et qui risque, si elle marque des points, de remettre en cause la construction européenne. Mais parce qu'il y a un désaveu aussi des gouvernants. Exactement. Je pense que nous avons, comme responsabilité, et c'est bien le projet que nous avons, de réorienter la politique européenne. Quelle est l'équation du gouvernement aujourd'hui ? On parlera des politiques économiques en détail un peu plus tard, mais je pense que chacun a en tête la question des 3% budgétaires. Nous avons une équation qui consiste à aller progressivement vers déficit zéro en 2017. Nous n'allons pas faire les 3% cette année, cela est acté, mais nous allons devoir donc reprendre un certain nombre d'engagements avec la Commission européenne. Et ça, ce sont les règles du jeu actuelles. Mais pour parvenir à réduire réellement les déficits, qui est un bon objectif en soi, ça fait 38 ans, 39 ans même maintenant, que nous n'avons pas eu un seul budget à l'équilibre. Bon. Je pense qu'il y a un petit problème structurel. Donc on peut se dire que c'est un bon objectif d'aller tendre vers cet équilibre. Mais pour le faire, il faut encore que les règles du jeu européennes le permettent. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Comme tout le monde réduit drastiquement ses déficits, nous avons une récession dans la zone euro qui empêche la réduction réelle des déficits. C'est-à-dire que tout le monde a l'intention, donc coupe le moteur. Du coup, plus rien ne fonctionne, les investissements s'arrêtent, la consommation s'arrête. Mais vous donnez les bonnes raisons. Voilà. Mais est-ce que... Donc, ça veut dire que notre responsabilité, et c'est une énorme responsabilité historique que nous avons, je dirais, la gauche française, socialiste ou écologiste, c'est à la fois de faire le travail sur le plan du redressement des comptes, parce que c'est nécessaire, mais en même temps de réorienter la politique européenne. Et moi, je considère que nous n'avons fait qu'une petite partie du chemin de la réorientation. Et c'est notre responsabilité que de mettre de nouvelles propositions sur la table pour répondre aux attentes des Français et des Européens. Est-ce que François Hollande ne donne pas l'impression de subir la crise de tout ce que vous dites là ? Quand on l'a vu, il a été pris au piège de ces promesses non tenues, qui étaient dans le fond des promesses non tenables, que ce soit, vous l'avez dit, pour les 3%, pour la croissance, pour l'inversion de la courbe du chômage. Est-ce qu'il ne donne pas cette impression, comme dirait Le Point, excusez-moi, je parle de votre concurrent, le Point qui titrait cette semaine « Le louvoyeur ». Il en doit sur la politique. Est-ce qu'il montre réellement le cap ? Et est-ce qu'il fait ce qu'il faut ? Le cap, c'est ce que je viens de vous dire. C'est tenir une équation à plusieurs termes. Oui, c'est pas simpliste, c'est vrai, c'est pas simpliste, parce que le monde n'est pas simpliste. Et donc nous devons assumer cette complexité. Mais encore une fois, je l'assume, moi, cette complexité. Je la revendique même contre tous les simplismes qui soient très à gauche ou très à droite. Cette complexité, c'est à la fois d'assurer la réduction des déficits, non pas parce qu'on nous le demanderait depuis je ne sais quelle commission à Bruxelles, mais parce qu'encore une fois, ça fait 39 ans qu'on est en déficit récurrent. On peut essayer de se donner comme objectif en 2017 d'atteindre l'équilibre. Et d'ailleurs, regardez, mais en même temps, il faut le faire selon un rythme qui est modéré. Regardez, est-ce qu'on avait dit, si on ne fait pas les 3%, les marchés financiers, qu'est-ce qu'il y a eu comme réaction des marchés financiers depuis
une semaine, 10 jours, on a annoncé qu'on ne ferait pas les 3% en 2013, qu'on voulait les faire en 2014. Oui, aucune. Donc ça veut dire qu'il y a ce chemin. Ce chemin, il existe. Monsieur à nous de le construire. Dites toute la vérité. On a reconnu qu'on ferait 3,8 peut-être cette année, mais qu'on s'engageait, dites-le, à ce qu'en 2014, on fasse les 3. Donc on a reconduit, on a eu un moratoire d'une année accordé par une Commission européenne, ce qui nous a valu d'ailleurs beaucoup de critiques. Je reviens sur votre formulation, pas de simplisme, mais il y a aussi l'équilibrisme. Vous ne trouvez pas que la position que vous décrivez quelque chose de négatif consiste à marcher sur un fil? Oui, mais vous voyez, si on marche sur un fil et qu'on arrive au bout, tout le monde applaudit. Donc la question, c'est est-ce qu'en 2017, les Français applaudiront? C'est ça la question qui est posée. Je comprends honnêtement l'impatience. Quand on voit la souffrance, il y a encore eu une tentative d'immolation à Pôle emploi aujourd'hui. Bon. Quand on voit la souffrance des gens, évidemment, il y a une impatience dans le pays qui peut ne pas l'avoir. Mais cette politique, elle entre progressivement en vigueur. La Banque publique d'investissement, elle a été votée il y a quelques semaines, elle entre en vigueur. Les contrats de génération, ils entrent en vigueur. Les emplois d'avenir, ils entrent en vigueur. On parlera de l'accord interprofessionnel dans quelques secondes. Ces briques progressives se mettent en place. La transition énergétique, qui est un facteur. Attendez, la transition énergétique, qui est un facteur d'investissement et de renforcement de notre économie, parce que ça crée des emplois ici non délocalisables. C'est en train de se mettre en place. La loi, ce sera autour de juin, peut-être septembre. Laissez-nous du temps pour mettre en place cette politique. Il y a quand même eu 10 ans de droite. Il y a eu 10 ans de droite. On ne peut pas, en quelques semaines ou en quelques mois, inverser le paquebot. On est en train de le faire, ça prend du temps. On peut légitimement se poser la question de savoir si François Hollande, dans ce diptyque que vous venez de décrire, austérité ou rigueur budgétaire d'un côté et pacte social, équilibre social de l'autre, si François Hollande ne s'est pas isolé, n'a pas isolé la France, on l'a vu lors du dernier sommet européen. Ah non, je crois au contraire, sincèrement, que la France, elle est au cœur du point d'équilibre. On a perdu le soutien. Vous le savez bien qu'on a, pour la première fois, l'Union européenne a voté un budget en baisse et on a été battu. Non, ça a été la communication. Il y a deux choses différentes. Sur le budget européen, nous avons poussé pour avoir le meilleur compromis possible. D'autres poussaient dans l'autre sens. On a trouvé un compromis. On verra bien. Moi, en tant qu'écologiste, et c'est ce que les écologistes défendront au Parlement européen, je souhaite un budget européen encore plus ambitieux. Et il est possible aujourd'hui, donc ce sera en janvier, que le Parlement européen ne ratifie pas, ne vote pas le budget actuel et on devra remettre l'ouvrage sur le métier. L'autre élément, c'est l'évolution des politiques économiques européennes. La France est vraiment au centre de gravité de cette évolution, de cette inflexion. Et je crois que ce qui va se passer en Allemagne avec les élections, aussi en septembre, peut être de nature à faire évoluer les politiques européennes. Moi, j'ai toujours plaidé sur la double alternance. L'alternance en France, l'alternance en Allemagne. Alors, vous souhaitiez parler, bien sûr, et on va en parler, du projet de loi sur le marché du travail qui a été adopté donc, ce mercredi en Conseil des ministres. Il fait suite, bien sûr, à l'accord qui a été passé entre les partenaires sociaux donc, en janvier. Alors, d'abord, première question, est-ce qu'il sera voté tel quel, sans modification par les parlementaires socialistes? Et comme vous le savez, il y a eu une manifestation mardi avec les syndicats, enfin FO et la CGT, main dans la main pour de rares fois, et puis surtout des personnalités de la gauche socialiste. Donc est-ce que ce texte va passer si facilement? Alors moi je suis écologiste, donc je ne vais pas me prononcer pour les parlementaires socialistes. Je note simplement que le rapporteur du texte, M. Germain, député Germain, a dit qu'il ferait des propositions d'amendement pour préciser des points. Et le gouvernement, Michel Sapin l'a dit ce matin même, n'est pas du tout hostile à ce qu'il y ait des amendements de précision. Prendre un seul exemple. Qui ne dénaturera pas le texte. La mobilité. Ce texte parle de mobilité dans des accords d'entreprise. Bon, la mobilité, c'est quoi? C'est de Lille à Marseille ou de Versailles à Créteil, pardon. Il faut définir cette mobilité et l'encadrer. Donc c'est le type d'exemple qui peut permettre d'enrichir le projet de loi grâce à la discussion parlementaire. Et ça va apporter quoi sur le marché de l'emploi qui, quand on entend les ministres ou Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, la priorité des priorités, c'est l'emploi pour le gouvernement. Bien sûr, mais c'est une évidence. Alors qu'est-ce que ça va apporter? Quelle autre priorité pourrions-nous avoir? Mais ça implique
des politiques, par exemple, de transition énergétique, de transition écologique. Parce que cela est infiniment créateur d'emplois. Et d'ailleurs, l'Allemagne, qui est un pays que l'on cite régulièrement en exemple, a engagé cette transition énergétique et elle a créé des centaines de milliers d'emplois dans ce sujet. Donc il ne faut pas opposer, par exemple, les questions environnementales et les questions d'emploi. Au contraire, c'est un des éléments. Alors pour revenir à cet accord, il est, pour moi, aujourd'hui, d'abord, une question de méthode. Si vous voulez, quand vous dites à des syndicalistes et à des employeurs, mettez-vous autour de la table et je vous fais confiance. Oui, mais les Français, la méthode, ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est... Non, ils s'en fichent pas. Honnêtement, je pense qu'après 5 ans de Nicolas Sarkozy éructant sur tous les sujets, la méthode, ça fait sens. C'est un message politique. Cette méthode, c'est de dire on vous met autour de la table, on vous fait confiance, et ça va de soi. Oui. Ça veut dire que le résultat, à partir du moment où il est signé par un certain nombre d'organisations syndicales, il doit être respecté dans ses grandes lignes. Maintenant, il y a un espace pour la démocratie parlementaire qui va préciser un certain nombre de points, et les parlementaires écologistes, comme les parlementaires socialistes, déposeront un certain nombre d'amendements en ce sens. Alors, on voit bien effectivement qu'il y a une nouvelle méthode et on ne peut pas spéculer sur les résultats de cet accord qui peut être très prometteur. Mais, si vous voulez, cet accord, c'est... Moi, je vois, honnêtement... Allez-y. Vous voyez que vous n'aimez pas qu'on vous pose des questions. Même dans cette émission, j'en conviens. Mais tout de même, un certain nombre de concessions ont été faites aux syndicats, à la fonction publique, aux syndicats de la fonction publique. Et je ne suis pas sûr du tout, ou en tout cas, quel est votre avis à ce sujet, que ça recouvre l'assentiment des Français. Par exemple, du jour de carence. Le jour de carence, une amnistie sur certains syndicats, comportements syndicaux, etc. Est-ce que vous croyez que ça va dans le sens social-démocrate qui est indiqué par centriste, on va dire. Alors, le lundi, on dit ce gouvernement est quand même affreusement social-libéral. Puis le mardi, on dit quand même regardez, il cède à des sirènes gauchistes sur le jour de carence. Puis le mardi, on dit mercredi, on dit encore autre chose. Il y a d'abord des sujets différents. L'accord et le jour de carence et le troisième sujet que vous évoquez n'ont rien à voir entre eux. Il y a le côté marché du travail, puis il y a la fonction publique. Cet accord, quel est l'intérêt de cet accord? C'est que il crée de nouveaux droits. Non, mais attendez, il crée de nouveaux droits. Il peut susciter aussi de nouvelles inquiétudes. Puisque quand on fait bouger les règles, les gens se disent, ça c'était les règles anciennes, je les connaissais, quelles sont les nouvelles règles? Notamment sur la flexsécurité. Exactement, c'est l'objet du débat parlementaire que de répondre à ces inquiétudes. Bon, Monsieur Canfin, vous faites semblant de ne pas comprendre la question, mais vous me faire confiance aux syndicats. Modestement que répondre à l'une d'entre elles. Faire confiance aux syndicats et ouvrir une sorte de New Deal social, d'un côté, ok, on peut tout à fait le saluer, mais de l'autre côté, procéder à l'ancienne en concédant encore des avantages comme c'est beau comme l'antique, aux syndicats ou des jours de carence ou des choses de ce type-là, ça n'est pas forcément tout à fait cohérent. Sincèrement, cette mesure du jour de carence, c'est une mesure qui avait été introduite par Nicolas Sarkozy, nous le savons. Qui économisait très très peu d'argent, qui n'a eu absolument aucun effet. Les études, sincèrement, les études là, qui sont sorties à cette occasion ont montré qu'il n'y avait absolument pas d'absentéisme supplémentaire dans la fonction publique. Et en plus, quand on compare le privé et le public, on voit que je crois que c'est 72% des salariés du privé sont eux-mêmes couverts et donc exonérés par ce jour de carence. Donc, ne faisons pas un débat idéologique pour quelque chose qui représente un coût limité et qui était auparavant une mesure inefficace et simplement injuste. Vous avez parlé beaucoup de Nicolas Sarkozy, enfin en filigrane sur les dispositions qu'il avait prises ou pas. Et donc un Nicolas Sarkozy qui visiblement sort du bois puisqu'il a donné un entretien, pas vraiment formel, mais il a parlé avec un journaliste de Valeurs Actuelles et il dit qu'il n'a pas envie de revenir, mais qu'il pourrait y être obligé pour la France. Est-ce que vous avez le sentiment que Nicolas Sarkozy se positionne un peu en espèce de sauveur? Écoutez, moi ce que je constate, c'est qu'il va surtout être obligé de faire l'inventaire du bilan de sa politique. On a quand même 10 ans de droite. Les socialistes ont fait pour lui. 10 ans de droite. Et sur les 5 dernières années là, où il était président, 1 million de chômeurs en plus. 1 million de chômeurs en plus. Alors si Nicolas Sarkozy craint d'être oublié, je pense que le million de personnes qui sont au chômage depuis... Tout à l'heure, vous nous disiez toutes les raisons qu'il y avait de se horrifier de la crise. Non mais, il y a eu beaucoup moins de chômeurs en Allemagne, par exemple. Il y en a eu plus pendant une année, et ensuite c'est remonté. Il y a eu de la modération salariale. Exactement. Il y a eu quoi? Il y a eu des accords
c'est exactement le contenu des accords de maintien dans l'emploi. Non, mais c'est exactement... Non, parce que... Non, on va reprendre les choses. Ce n'est pas Angela Merkel qui a inventé ce dispositif. Il se trouve que quand ce dispositif a fonctionné, elle était en responsabilité, mais ce n'est pas elle c'est pas son héritage, son bilan politique. C'est vraiment la culture allemande, vous avez l'air social-démocrate. Alors, souhaiter une alternance complète en Allemagne. Si je reviens sur Nicolas Sarkozy, franchement, je peux vous dire que le million de personnes qui est au chômage en plus par rapport au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, lui n'a pas oublié Nicolas Sarkozy. Donc il se rassure, nous ne l'avons pas oublié parce que nous gérons tous les jours son héritage. Peut-être une question en plus sur... Il nous reste une petite minute, là. Vous voulez encore dire du mal de Nicolas Sarkozy Disons du bien, non. Parce que moi, je voudrais dire quand même sur l'avenir. Oui. La France, quand on regarde les enquêtes d'opinion internationales, la France est le pays le plus déprimé, le plus dépressif au monde. Je crois qu'il faudrait que ça doit nous interroger. Parce qu'il y a des causes générales, la crise mondiale, mais il y a des spécificités françaises. C'est aussi parce que la classe politique, à la rigueur de gauche comme de droite... Mais c'est pas la classe politique qui déprime ? Non, mais justement, un petit peu, ne porte pas un discours positif sur la France. Vous qui êtes un homme, je souhaite, parce que c'est ma génération, parce que je suis ouvert sur le monde, je souhaite porter un message positif sur la France. Vous qui êtes un homme neuf d'une génération nouvelle, comment vous allez pouvoir rénover ça? J'ai combien de temps pour répondre? Vous m'invitez une prochaine fois, je pense que ce sera plus raisonnable. En un mot. Non, en un mot, je pense qu'il y a une question déjà d'imaginaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un imaginaire dépressif, décliniste. Et je crois, regardez, partout en France, il y a des innovations, des innovations techniques, des innovations de solidarité, des énergies sur tous les territoires. Il faut aussi que nous, en tant que responsables politiques, nous aidions ces gens qui inventent l'avenir. Ouais, et donc c'est notre responsabilité. D'État-providence depuis des années où dans le fond, on donne à téter quand il n'y a plus de laisse à Queen. On peut créer des entreprises en France. Quand Toyota vient en France, le patron de Toyota ne dit pas là, je suis forcé à venir en France. Il vient en France, il crée des milliers d'emplois en France. Il le fait en France avec les règles actuelles. Donc, il y a un enjeu d'imaginaire, il y a un enjeu de discours, et il y a aussi un enjeu d'une France ouverte sur le monde. Et je crois vraiment que 10 ans de droite, ça rétrécit la France. Ça a vraiment rétréci la France dans ses valeurs, dans son imaginaire, dans son industrie. À charge à nous maintenant de l'ouvrir sur le monde. Merci Pascal Canfin. Merci d'avoir été notre invité sur France 24. Merci Christian. Et pas d'émission la semaine prochaine, mais la semaine d'après. À bientôt.